postdoc à l'UQAM et un postdoc à l'Université Oxford au Royaume-Uni. Elle a été ensuite engagée en 2012 comme professeure adjointe à l'Université d'Ottawa et depuis 2017, elle est professeure agrégée et titulaire de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa en écologie cognitive. Je pense que c'est ça le mot-clé aujourd'hui. On va en apprendre plus sur les processus cognitifs. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet, évidemment. Donc, je vous laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. On n'est pas très loin. Moi, j'habite à Gatineau, donc s'il n'y avait pas eu un petit peu de neige sur la route ce matin, là, ça aurait été très, très rapide. Donc, ça me fait bien plaisir de venir vous parler de cognition. Je sais que c'est un sujet probablement que pas tellement d'entre vous connaissez bien, mais avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais ça vous parler un petit peu de l'approche que je prends et de où ça vient un peu mon intérêt pour l'évolution de la cognition. Donc, quand on veut étudier l'évolution, c'est des grands principes qu'on connaît bien, tout le monde. Si on s'intéresse à la macroévolution, à ce moment-là, on s'intéresse aux changements évolutifs qui se passent sur des temps très, très longs. Souvent, c'est par l'approche comparative. Vous avez un exemple ici. Donc, je regardais des cladogrammes comme ça, puis ça m'a rappelé à quel point les plantes, en fait, prenaient un grand espace sur la plupart des cladogrammes comme ça, des espèces vivantes. Donc, c'était un beau rappel pour moi en pensant un petit peu ici à ce que la plupart de vous étudiez. Mais ici, c'est un exemple, donc un lien un petit peu plus direct avec la cognition. Vous avez des cerveaux dans différents groupes taxonomiques. Puis ici, c'est une étude sur la taille relative des différentes portions du cerveau qui sont attachées à différents comportements ou différentes fonctions cognitives. Et donc, ça, c'est une des approches qu'on peut utiliser pour étudier l'évolution de la cognition. On peut aussi utiliser plutôt une approche de microévolution, c'est-à-dire étudier l'évolution qui se passe d'une génération à l'autre à l'intérieur d'une population. Donc, si j'ai pris un exemple assez général sur l'évolution des gènes de résistance aux pesticides, aux insecticides chez une espèce d'insecte, et ce que vous voyez tout simplement, c'est les principes que vous connaissez. Il y a de la variation individuelle. Cette variation individuelle-là est en partie héritable. Et là, il y a certains génotypes qui sont favorisés dans la population, qui vont survivre mieux, reproduire plus. Et donc, il va y avoir un changement dans la fréquence allélique dans la population d'une génération à l'autre. Donc, cette approche-là, pour la cognition, ce n'est pas quelque chose qui avait été utilisé avant, je dirais, les 10 dernières années ou 5-10 dernières années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, que les gens essaient d'utiliser de plus en plus pour avoir une complémentarité avec ce qu'on peut comprendre des processus de macroévolution sur une plus longue échelle de temps. Et ces études-là de sélection en nature sur des populations naturelles, par exemple, ont été appliquées sur les traits morphologiques. Si vous avez un exemple avec les mouflons, des traits d'histoire de vie, il y a beaucoup d'études, entre autres sur les plantes comme ça, sur le taux de développement, etc. Et même le comportement. Donc, peut-être une quinzaine d'années, les études sur la sélection du comportement en nature sont apparues. Et c'est un peu ça qui m'a donné l'idée moi, je m'intéressais au processus cognitif que je vais vous définir dans quelques minutes. Et je me suis dit, bien, si même les comportements peuvent être étudiés en nature, en essayant de quantifier la variation individuelle, l'héritabilité, puis les liens avec le succès reproducteur puis la survie, bien, peut-être qu'on pourrait appliquer ça aussi au processus cognitif. Donc, quelle définition j'utilise la cognition? Parce que si vous parlez à des gens en sciences cognitives, des gens en psychoéducation, des gens en biologie, etc., vous allez avoir des définitions différentes de la cognition. Donc, moi, j'utilise une définition qui est assez large, je dirais. Et donc, c'est l'ensemble des processus neuronaux qui permettent d'amasser l'information, de la garder et de l'utiliser après ça dans des processus de décision. Donc, les deux classiques, c'est l'apprentissage et la mémoire. Et là, dépendant si vous amenez la perception aussi ou la prise de décision, bien là, ça devient très, très large, puis ça devient des processus qui vont sous-tendre, en fait, presque tous les comportements ou une très grande majorité des comportements, même chez les espèces plus simples, qu'on pourrait dire, comme les insectes, etc. Une question aussi qu'on me pose souvent, ou peut-être que les gens n'osent pas me poser, puis ils sont contents d'entendre la réponse, c'est « mais pourquoi? Pourquoi étudier la cognition en tant que biologiste? » Parce que la cognition, c'est ce qui médie l'accès à l'information. Et quand on y pense, l'information, c'est très, très important
dans plusieurs aspects de la vie des animaux. Si vous avez un exemple, par exemple, les abeilles vont apprendre beaucoup de choses sur leur environnement, sur la qualité des ressources, l'emplacement des ressources. Est-ce que c'est une ressource qui va toujours être là ou quelquefois? Donc, on peut réduire l'incertitude sur la qualité de l'alimentation, le risque qu'un prédateur peut poser, la qualité des partenaires de reproduction, les intentions des compétiteurs, etc. Donc, presque toutes les situations qui sont très importantes pour déterminer la survie et la reproduction peuvent amener à ce moment-là un avantage adaptatif si on a la bonne information pour informer notre comportement. Il y a même des exemples, quelques exemples qui ont montré que la cognition peut évoluer ou en tout cas qui donnent des pistes dans cette direction-là. Si vous avez un exemple sur une espèce de demoiselle, donc des poissons qui ont été étudiés en Australie, et ils ont fait une expérience, ce type d'expérience-là a été fait déjà il y a peut-être une vingtaine d'années, 25 ans, je dirais. C'est les premières personnes qui ont commencé à essayer de démontrer la valeur adaptative des processus cognitifs. Et le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on prend un groupe expérimental où on donne l'opportunité à ces individus-là d'apprendre. Dans le cas des demoiselles, on a pris les poissons juvéniles en captivité. On leur a appris à avoir peur des odeurs de poissons prédateurs locaux, c'est-à-dire qu'on va associer l'odeur des poissons locaux avec quelque chose de négatif. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans l'expérience, mais quelque chose qui fait peur, autrement dit. Et donc là, les poissons dans le groupe expérimental apprennent que l'odeur des poissons prédateurs qui est prévalent dans l'environnement est quelque chose dont ils devraient avoir peur. Le groupe contrôle est exposé aussi aux stimuli olfactifs et aussi aux stimuli négatifs. Je ne sais pas si c'était par exemple leur faire peur avec un filet ou quelque chose comme ça. C'est souvent le genre de choses qu'on va utiliser, mais jamais pairés ensemble. Donc, l'expérience est bien faite parce qu'on a l'exposition aux mêmes stimuli, mais ils n'apprennent pas que les odeurs des poissons locaux est dangereux. Et après, quand on relâche les poissons sur le banc de corail, c'est la partie un petit peu moins comique, là, mais bon, les poissons du groupe contrôle, qui étaient les pas chanceux qui avaient été choisis pour être dans le groupe contrôle, se sont presque tous fait dévorer par des prédateurs. Il y a seulement des individus dans le groupe qui avaient appris à reconnaître l'odeur des prédateurs locaux qui ont survécu. Donc, c'est une démonstration semi-naturelle de la valeur adaptative de l'apprentissage. Et il y a quelques autres exemples comme ça, mais vraiment, ça se compte, je dirais, sur les doigts de la main, là. Ensuite, depuis quelques années, on a ajouté dans ce domaine-là une autre approche qui est l'approche de l'évolution expérimentale. Avec les drosophiles, à ce moment-là, on peut utiliser le fait qu'ils se reproduisent rapidement pour créer des populations dans des environnements où on prédit que l'apprentissage va payer, puis d'autres environnements où on prédit que l'apprentissage donne rien, c'est-à-dire que les drosophiles vont, par exemple, pouvoir apprendre que si elles pondent sur un médium qui sent, par exemple, l'orange ou l'ananas, que ça, c'est associé avec un bon médium pour le développement des larves, mais un autre médium qui n'est pas très bon, et un autre environnement où les odeurs ne sont pas prédictives, par exemple. Et au bout de quelques générations, on teste leur capacité d'apprentissage, et c'est vraiment quelque chose qui a été très encourageant pour les études sur l'évolution de la cognition, c'est-à-dire qu'au bout de 10-15 générations, on avait déjà une différence significative dans la capacité d'apprentissage des mouches qui évoluent dans un environnement où l'apprentissage paye en termes de reproduction par rapport aux lignes contrôle. Et on peut, de la même façon, diminuer l'habileté cognitive des animaux dans certaines expériences comme ça d'évolution expérimentale. Donc, maintenant, c'est démontré en labo qu'il y a effectivement évolution des capacités d'apprentissage, du moins dans ces contextes assez spécifiques-là. Ce qu'on connaît moins, c'est ce qui se passe dans les populations naturelles, puis en utilisant l'approche dont je vous ai parlé tantôt d'études de sélection dans les populations naturelles. On a un petit peu d'informations sur les 3 points dont je vous ai parlé. Donc, récemment, l'an passé, j'ai participé à une étude où on a mis plein de jeux de données ensemble, où on avait des mesures répétées sur la performance cognitive, soit en apprentissage, mémoire, résolution de problèmes. Et on a fait une méta-analyse pour essayer de voir, est-ce qu'au moins, quand on mesure, par exemple, la vitesse d'apprentissage d'un groupe d'individus, si je les remesure après 6 mois ou en utilisant un autre, par exemple, une autre paire de couleurs qu'il fallait qu'ils discriminent, etc., est-ce que le rang dans la performance de mes individus est préservé dans le temps ou pas? Donc, c'est ça que la répétabilité nous indique ici. Et on a trouvé avec la méta-analyse des répétabilités
En général, c'est une très, très grande variation, là, mais en général, c'est de faible à modéré et c'est juste en dessous de ce que les méta-analyses donnent pour les traits comportementaux comme l'exploration, l'agression, l'activité, donc les traits de personnalité. C'était un petit peu stressant d'embarquer dans cette étude-là quand on a pensé, on a dit, OK, on se met tout le monde ensemble, on fait ça. Ça aurait été possible que la répétabilité aurait été 0 ou pas différente de 0. Et là, disons qu'on essaie de pousser pour dire c'est une approche qui est intéressante, on devrait quantifier les mesures individuelles, puis on se serait peut-être tiré dans le pied, comme on dit en bon français. Mais bon, heureusement, ça nous donne un petit peu d'espoir aussi qu'au moins, on est capable de mesurer de façon constante des performances individuelles. Ensuite, au niveau de l'héritabilité, il n'y a pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est sur des populations de laboratoire ça fait des générations qui sont en laboratoire, puis où l'environnement de développement est le même depuis des générations et pour toutes les générations. Donc, on ne sait pas vraiment si ces mesures d'héritabilité-là, qui sont significatives, qui sont modérées, on ne sait pas si ça représente la situation en nature. Donc, ça, c'est vraiment un gros trou en ce moment dans notre connaissance. Puis, même chose pour des estimés de sélection. Il y en a vraiment très peu. Sur ce point-là, justement, je vais vous parler d'une étude dans laquelle j'ai été impliquée où on a essayé d'amener de l'information sur les coefficients de sélection. Il n'y en avait aucun à l'époque quand on a commencé à travailler là-dessus. Donc, c'était mon projet comme postdoc. Je travaillais avec John Quinn au EGI, le Edward Gray Institute, qui s'appelait Off-Field Ornithology. Dans le temps, ils ont enlevé ça parce que maintenant, ils ont toutes sortes de monde qui travaille sur toutes sortes de choses. Notre modèle d'étude, c'était la mésange charbonnière, qui est dans la même famille là, que notre mésange à tête noire qu'on a ici. Et ici, j'ai mis ce dessin-là parce que je l'aime beaucoup. Ça représente bien, je trouve, l'environnement dans lequel les mésanges charbonnières doivent survivre l'hiver, c'est-à-dire qu'elles ne migrent pas, elles restent là tout l'hiver, un peu comme notre mésange à tête noire. Mais notre mésange à tête noire aussi cache la nourriture. Donc, ils se font des réserves. Les mésanges charbonnières ne cachent pas. Donc, si tout d'un coup, il y a un petit peu de neige, et puis là, les graines au sol ne sont plus disponibles, s'il n'y a plus d'insectes en dessous de l'écorce, bien, qu'est-ce qu'ils font? Elles meurent ou bien ils trouvent une solution. Hein? Ils vont à ce moment-là innover, inventer des nouveaux comportements, apprendre des nouvelles façons de s'alimenter, soit par eux-mêmes ou en observant d'autres individus dans leur groupe. Donc, on pense que l'innovation et l'apprentissage sont très importants dans l'écologie de cette espèce-là. Et vous avez ici un exemple d'une mésange charbonnière qui est en train de percer le couvercle d'une bouteille de lait. Je ne sais pas combien d'entre vous avez entendu parler de ça, les oiseaux qui perçaient les bouteilles de lait au siècle dernier. Donc, oui, ça commence à être des vieilles observations, mais encore quelques personnes qui avaient entendu parler de ça. Donc, dans le temps que les gens avaient les bouteilles de lait avec le couvercle en papier d'aluminium, tu te levais le matin, tu allais chercher ton lait, c'était tout ouvert, puis la crème était bue par les mésanges bleus puis les mésanges charbonnières. Donc, les gens ont commencé à noter ça et puis à essayer de comprendre comment l'innovation s'était faite. Puis, on s'est rendu compte avec ça que les mésanges charbonnières, entre autres, ont un taux d'innovation, d'invention comme ça, de nouveaux comportements très, très élevé par rapport aux autres oiseaux, par exemple, dans leur famille ou dans d'autres familles. Donc, on a étudié un problème d'innovation comme ça, de résolution de problèmes en lien avec la nourriture. Et c'est un problème artificiel qu'on propose à l'animal. On les amène en captivité pour 24 heures, puis on leur donne ce problème-là dans lequel il y a des vers waxworm, je ne sais pas c'est quoi en français, des vers de cire, probablement pas. En tout cas, c'est une nourriture vraiment préférée qu'ils aiment beaucoup. Et ici, il y a un petit bâton de bois qui tient la nourriture et le tube ici est transparent. Donc, les animaux voient la récompense, mais ils ne peuvent pas l'avoir juste en faisant le comportement initial qu'ils font tous, c'est-à-dire de picorer sur le tube transparent. Et donc, on veut voir s'ils vont être capables d'innover, de résoudre ce problème-là qu'ils rencontrent pour la première fois. Et on pense qu'un des processus cognitifs qui serait impliqué, ce serait une forme d'apprentissage sans renforcement, c'est-à-dire que ce qu'on a remarqué avec les analyses vidéo détaillées, c'est que les individus qui touchaient au petit bâton ici en picossant, ça fait bouger les vers sur la tablette. Et là, ceux qui vont éventuellement résoudre le problème sont ceux qui vont persister à cet endroit-là, puis éventuellement le tirer pour que la nourriture devienne disponible. Alors que ceux qui ne réussissent pas sont ceux qui n'ont peut-être pas remarqué que ça donnait une information comme quoi la nourriture pouvait devenir disponible. Donc, c'est un test assez rapide qu'on peut faire sur beaucoup d'individus. C'était ça qui était un des avantages de ce test-là. On savait qu'on avait besoin
de beaucoup de puissance statistique. Heureusement, ça donnait bien qu'il y a à peu près la moitié des individus qui résolvaient, l'autre moitié qui ne résolvaient pas. Donc, on a une bonne variabilité. Et juste avant que j'arrive dans le labo, Ella Cole, qui était l'étudiante de doctorat qui menait le projet, avait déjà vraiment bien étudié son test. Elle avait montré que le succès à la tâche ne dépendait pas de la condition corporelle qu'on a utilisée comme un proxy pour la motivation. La latence avant de manger la nourriture qui était disponible, donc ce n'était pas nécessairement ceux qui étaient vraiment affamés qui allaient résoudre le problème. Non plus, ça n'avait pas l'air d'être en lien avec comment les individus étaient à l'aise ou pas dans une cage, parce que c'est quand même un environnement artificiel, hein. Non plus avec le taux d'exploration, etc. Donc, il y avait eu beaucoup de variables de confusion, confounding variables, qui avaient été examinées. Puis ça, c'est quelque chose que vous allez voir, si jamais vous jetez un œil dans un article en cognition, vous allez voir, c'est vraiment long avant de se rendre au test d'hypothèse. Puis finalement, si on veut savoir, parce que les gens en cognition sont obsédés par l'idée qu'ils sont peut-être en train de mesurer autre chose que ce qu'ils sont en train de mesurer. Je sais que c'est un principe général en sciences, mais en cognition, il peut y avoir beaucoup d'autres variables qui vont influencer la variabilité individuelle, tout ce que je viens de nommer, hein, peur, motivation, etc., conditions corporelles. Donc, il faut nettoyer tout ça avant vraiment de parler de notre tâche. Donc, une fois que ça a été fait, on a observé les individus une fois qu'ils étaient relâchés sur le terrain. Puis là-bas, il y a des nichoirs et on peut calculer à ce moment-là le nombre de jeunes oiseaux qui sont produits, d'oisillons qui sont produits par les femelles ici qui avaient résolu le problème en captivité pendant l'hiver avant d'être relâchées sur le terrain et les femelles qui n'avaient pas résolu le problème. Et ici, vous voyez le nombre d'oisillons produits, donc une mesure du succès reproducteur. Et il y a eu plus d'oisillons produits par les femelles qui avaient résolu le problème pendant l'hiver, après ça, quelques mois après, quand elles se reproduisent au printemps. Et on a contrôlé dans notre modèle pour la date de ponte, qui est une variable très, très importante pour déterminer le succès reproducteur, la qualité de l'habitat aussi du territoire, l'âge de la femelle, l'âge du partenaire, etc. Donc, on a essayé de mettre les choses le plus égales possible pour les femelles qui avaient résolu le problème ou pas résolu le problème. Donc, ça suggère que les femelles qui réussissent à résoudre le problème ont un phénotype qui, en dehors de ces variables-là, qui leur permettent de produire plus de jeunes. Qu'est-ce que c'est exactement cette méthode-là, cet avantage-là aux femelles? On ne le sait pas très bien. Une chose qu'on a observée aussi dans ce papier-là, c'est qu'il y avait eu quelques oiseaux qui avaient été suivis en télémétrie et les individus qui avaient résolu le problème l'hiver étaient capables, dans le fond, de nourrir leurs jeunes avec un territoire beaucoup plus petit pour une même qualité de territoire. Donc, peut-être qu'ils sont vraiment bons pour trouver la nourriture dans l'environnement, puis c'est ça qu'on mesure en captivité, mais c'est une évidence indirecte, là, vraiment, qu'on a de ce côté-là. Il n'y avait pas de compromis avec la survie au niveau des adultes ou la qualité des jeunes. Donc, il semblait vraiment que c'était un avantage au niveau de la reproduction. Par contre, quand on regarde un autre aspect du succès reproducteur, qui est la probabilité que le nid, en fait, ait un jeune, c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine proportion de femelles qui vont déserter leur nid et là, tous les jeunes meurent. Bien, quand on regarde la probabilité que le nid ne soit pas déserté, c'est un petit peu mêlant là, à dire comme ça à l'envers, bien, en fin de compte, les femelles qui n'avaient pas résolu le problème avaient une plus haute probabilité de déserter leur nid. Et c'était suffisant à ce moment-là, quand on mettait les deux composantes ensemble, pour obtenir, en fin de compte, un trade-off, un compromis entre ces deux mesures de succès reproducteur-là, au niveau du nombre de jeunes produits, mais de la probabilité que la nichée ait du succès. Et quand on calcule les coefficients de sélection, vous n'avez pas besoin de regarder tous les chiffres ici, là, les astérisques montrent les coefficients de sélection qui sont significatifs. Donc, on voit très bien ici qu'il n'y a rien qui sort, vraiment, il n'y a pas de sélection directionnelle pour ce trait-là dans la population. Et je dis sélection directionnelle parce qu'il peut y avoir une sélection quadratique, par exemple, qui serait stabilisante ou diversifiante. On n'avait pas la puissance statistique nécessaire, puis avec une variable Y qui est binomiale, 0, 1, c'est pas facile de tester pour d'autres formes de sélection. Mais donc, il semblait de toute évidence pas y avoir de sélection directionnelle pour ce trait-là. Donc, on avait de la variation individuelle. Le trait était répétable. Je ne vous ai pas montré les données là-dessus.
On a fait aussi une autre étude sur l'irritabilité et on a vu que l'irritabilité, l'intervalle de confiance incluait 0. Donc, le trait est répétable, mais il n'est pas irritable. Et donc, il semble... Puis, en plus, on a des impacts sur le succès reproducteur, mais positifs et négatifs. Donc, même si on peut mesurer un trait qui varie entre les individus puis qui varie de façon stable dans le temps, ça ne veut pas dire nécessairement que le trait est irritable. Hein. Ça peut être de la plasticité qui a été évoquée plus tôt dans la vie des individus, puis après ça, ils gardent leur trajectoire de phénotype à long terme. Et donc, là, on peut se retrouver avec une situation où on a plutôt des effets de cohorte, comme par exemple sur les 4 années de données qu'il y avait dans le jeu de données. Les hivers, les automnes et les hivers où il faisait très froid, on trouvait plus d'individus. Le taux de résolution de problème était plus élevé. Donc, il pourrait y avoir des effets de plasticité qui sont amenés par l'hypothèse de la nécessité, c'est-à-dire que l'innovation ne serait peut-être pas nécessairement exprimée par tous les individus qui ont la capacité cognitive de l'exprimer, mais s'il fait vraiment froid et il n'y a vraiment pas beaucoup de nourriture, bien là, à ce moment-là, ceux qui sont capables d'innover vont développer cette capacité-là puis la garder le restant de leur vie. Donc, il semblait plutôt y avoir un effet de plasticité au niveau de l'expérience. Et en plus, dans notre modèle sur l'irritabilité, il y avait un très gros effet d'environnement permanent, donc qui est peut-être en lien avec les conditions de développement. Et on a trouvé que les individus qui avaient grandi dans les nids sur des territoires de plus grande qualité avaient une plus grande chance de devenir des individus qui résolvaient les problèmes. Donc, il y a vraiment des effets environnementaux, tant au niveau du développement en jeune âge, peut-être en lien avec le développement harmonieux du cerveau. Là, si les jeunes, pendant leur croissance, les quelques jours qui sont au nid, c'est très, très important de recevoir une bonne quantité de nourriture pour que le cerveau soit bien développé. Mais donc, ça, c'est plus des pistes là, de recherche pour d'autres études après. C'est là où on a arrêté ce projet-là, puis c'est notre compréhension de ce système-là à ce point-ci. Moi, ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est que, en fait, tout le monde s'intéresse beaucoup aux conséquences en termes de survie puis de reproduction, mais même en ayant les données sur les conséquences, si on ne connaît pas bien les causes de la variation, on ne comprendra pas toute l'histoire. Donc, j'ai essayé de m'intéresser aussi à plusieurs aspects, plusieurs variables causales sur les différences individuelles dans la cognition. J'ai des études sur l'effet le contexte dans lequel les animaux sont testés, le contexte social, le développement, l'irritabilité, ça, on est en train de travailler là-dessus dans le labo. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mes études sur l'effet de l'habitat chez les mésanges à tête noire. Donc, ce sont les 3 modèles d'études que j'utilise dans mon labo. Évidemment, on n'a pas de mésanges charbonnières à l'Université d'Ottawa. C'est des études qui sont faites en collaboration avec les gens en Europe parce que c'est une espèce européenne. OK, donc les mésanges à tête noire que vous connaissez bien, vous avez peut-être la mésange à tête brune ici, je ne sais pas. Non. Est-ce qu'il y en a? Non? On n'est pas encore... non, OK. Fait que, donc, ouais, donc si vous avez vu des mésanges dans le coin ici, c'est la mésange à tête noire. Et ils utilisent une très grande diversité d'habitats. Là, j'exagère un peu avec les buildings de style New York. Comme ça, je ne pense pas qu'il y a de mésanges qui sont capables de vivre là, mais ils peuvent vivre en milieu très urbanisé, puis en milieu aussi forestier, lisière, etc. Et une des différences importantes entre ces 2 habitats-là, évidemment, hein, c'est les mangeoires. On va y revenir, c'est une composante importante de la recherche. Donc, comme vous savez, quand il y a un environnement qui se fait urbaniser, ça a beaucoup d'impact sur plusieurs aspects de l'environnement, autant au niveau des variables abiotiques, température, humidité, les prédateurs, la disponibilité de la nourriture, aussi des caractéristiques de l'habitat, des fois qui sont un peu surprenantes si on voit un raton laveur dans le métro de Toronto. Et les gens ont étudié beaucoup les différences, donc on prend des gradients d'urbanisation, puis les gens ont commencé beaucoup à étudier les différences au niveau de la morphologie, de la physiologie. Il y a beaucoup d'études en toxicologie ou sur la santé des animaux. Il y a quelques études qui ont commencé à étudier aussi le comportement, mais on connaît moins les impacts sur la cognition des animaux qui vivent dans des milieux urbanisés. Puis, pour essayer de commencer à poser quelques questions comme ça sur les mésanges à tête noire à Ottawa, puis dans les environnements, dans les habitats autour moins urbanisés, j'ai essayé d'utiliser les modèles qu'on a en écologie cognitive ou en écologie comportementale pour essayer de comprendre
quel type de prédiction on devrait faire. Donc, il y a des modèles qui s'intéressent à l'évolution de l'apprentissage, puis à quand est-ce qu'on devrait voir plus d'investissement dans l'apprentissage, plusieurs modèles pointent du doigt la variabilité environnementale comme étant une variable importante. Donc, si l'environnement est complètement fixe, ben, ça ne me donne pas grand-chose d'apprendre, surtout si c'est fixe de génération en génération. Une tendance innée à faire certains comportements serait suffisante. Si l'environnement change d'une génération à une génération, mais qu'après ça, moi, ce que j'apprends, c'est bon 24 heures, puis c'est plus bon le restant de ma vie. Après, c'est pas très utile non plus. Si, par contre, ça change de génération en génération, puis que l'animal peut apprendre des choses qui sont bonnes toute une saison ou de saison à saison, bien là, ça commence à être intéressant d'apprendre. Donc, la variabilité environnementale, le taux de variation par rapport à la durée de vie de l'animal, puis par rapport à intra puis entre les générations, c'est vraiment, plusieurs modèles montrent que ça, c'est vraiment une variable importante. Il y a aussi des hypothèses comme le cognitive buffer, je n'oserais peut-être pas traduire ça en français comme ça sur le champ, qui montre que si la nourriture est pas, dans le fond, si c'est pas fiable, si la nourriture va varier, on peut utiliser la cognition à ce moment-là pour essayer d'aplatir ces variations-là. Par exemple, en cachant de la nourriture, j'ai parlé tantôt que les mésanges à tête noire cachent de la nourriture. Donc, ils cachent la nourriture, mais pas comme certaines espèces d'écureuils, tout à un même endroit. Ils vont cacher de la nourriture dans des dizaines, puis certaines espèces dans des centaines d'endroits différents. Et ça a été démontré en laboratoire, entre autres par David Sherry en Ontario, que les individus vont utiliser une mémoire spatiale. Donc, ils vont se rappeler des endroits où ils ont caché la nourriture, puis ils se rappellent des endroits où ils ont enlevé la nourriture aussi, puis ils cessent d'y retourner. Donc, vous pouvez imaginer pour un petit cerveau d'oiseau, de se rappeler comme ça de l'état et de l'emplacement de plusieurs cachettes. Comme ça, c'est une pression de sélection très, très forte sur la mémoire spatiale. Puis, la cachette de nourriture, puis la mémoire spatiale, c'est un des comportements puis des processus cognitifs les plus étudiés en écologie cognitive parce qu'on a justement cette belle histoire-là entre l'habitat, la cognition et les cerveaux, au sens où la mémoire spatiale est médiée, entre autres, et de façon très importante par l'hippocampe, qui est une partie du cerveau, donc qui va médier l'information spatiale. Ce que vous avez ici, c'est le nombre de neurones dans l'hippocampe des individus qui ont été prélevés dans des populations où les hivers sont très rigoureux et où donc on pense que la cachette est très importante pour la survie, versus des populations où l'hiver est plus doux. Et vous voyez donc que le compte de nombre de neurones dans l'hippocampe diminue à mesure de la sévérité de l'hiver et vous avez les endroits comme ça où les individus ont été prélevés. Il y a aussi des mesures comportementales en termes de mémoire spatiale. Ça va aussi dans ce sens-là. Puis il y a des études de jardin commun aussi qui ont été faites, c'est-à-dire qu'ils ont pris des individus en Alaska puis d'autres individus au Kansas, je crois, et ils les ont élevés à partir des jeunes oisillons de quelques jours seulement. Et même en se développant dans un environnement commun comme ça dans le lab, après, une fois qu'ils sont assez grands pour cacher de la nourriture, faire des tests de mémoire spatiale, il y avait encore les différences entre les populations et au niveau du cerveau et au niveau du comportement. Donc, on sent vraiment qu'il y a une adaptation locale, il y a de l'évolution qui se passe à l'intérieur, comme ça, des populations de mésanges à tête noire, parce que, bon, génétiquement, il y a des différences entre les populations ici, mais on est quand même dans une situation où il y a très peu de populations génétiquement isolées sur la distribution comme ça des mésanges à tête noire. Donc, pour en revenir à Ottawa comme ça, j'ai essayé de réfléchir un petit peu qu'est-ce qui détermine la variabilité dans la disponibilité de la nourriture, qu'est-ce qui serait différent en ville versus en campagne. Bien évidemment, les mangeoires, on voit des mésanges à tête noire partout dans les milieux urbains, suburbains. Donc, il y a beaucoup de mangeoires à Ottawa. Les gens aiment beaucoup leurs oiseaux. Ça doit être la même chose ici. Si vous parlez à quelqu'un qui a des mangeoires, ils vont vous parler des mésanges. C'est un classique. Et il y a quelques études qui ont déjà fait des expériences qui sont
Ils ont pris des endroits complètement isolés où il n'y avait pas d'autres mangeoires et ils ont fait des expériences où on ajoute des mangeoires pendant l'hiver versus des parcelles contrôle. Et ils ont montré une augmentation de la survie hivernale dans les parcelles expérimentales où on ajoute des mangeoires. Donc, c'est pas un geste. On a l'impression, on dit « Ah, c'est cute, ils viennent manger 2-3 graines de tournesol », mais en fin de compte, les mangeoires ont potentiellement un impact important sur les pressions de sélection auxquelles les animaux font face. Et donc, je me suis dit, ben, la disponibilité des mangeoires en ville fait que, en fin de compte, la situation historique à laquelle les mésanges à tête noire sont adaptés, c'est-à-dire tout d'un coup à l'automne, la disponibilité de la nourriture diminue, il faut cacher beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'environnement parce qu'après ça, si on n'a pas assez caché, puis on ne retrouve pas ces graines de tournesol-là, on meurt. Donc là, la situation est complètement différente. La baisse de disponibilité de nourriture pendant l'hiver devrait être beaucoup moins forte en ville que dans les parcelles rurales où il y a très peu de maisons, très peu de mangeoires. Donc, en me basant sur la supposition que les mésanges urbaines devraient avoir moins d'incertitude sur la nourriture l'hiver, on a prédit qu'il devrait y avoir, ici vous avez le degré d'urbanisation, donc en ville, dans les milieux plus urbanisés, c'est moins variable et on pense à ce moment-là que la mémoire spatiale et la cachette de nourriture seraient plus faibles, mais aussi la valeur de l'information en général à propos de la nourriture est plus faible. Donc aussi l'information individuelle puis l'information sociale. Donc, je vais vous montrer les études que mes étudiantes à la maîtrise ont fait. Donc, Megan qui a travaillé sur la mémoire spatiale, puis après Terry qui a travaillé sur l'information sociale. Donc, Megan a capturé des mésanges en 7 sites urbains qui sont dans le fond, on prenait des parcs urbains où il y avait des arbres pour que l'environnement de capture en tant que tel soit similaire en milieu rural, en milieu urbain. Mais c'est la matrice autour, dans le fond, au niveau du paysage qui est très, très différente. Et là, ici, vous voyez un rayon d'1 kilomètre pour un exemple d'un site urbain puis un site rural. Ça ressemble à ça quand on regarde les images satellites puis qu'on les classifie en type de couvert comme ça. On utilisait une analyse de composantes principales pour obtenir un score d'urbanisation. Et on a amené les oiseaux en captivité pour quelques jours. Là, vous voyez la phase 0, dans le fond, de la familiarisation. L'oiseau est dans la pièce. Ah, pardon, je veux dire, vous ne la voyez pas parce qu'il est déjà en train de trouver la nourriture. Je vais vous la remontrer. Donc, avant, ce qu'on voit là, on a familiarisé l'oiseau avec la pièce. Après ça, dans la phase 1 du test de mémoire, il arrive, puis il y a une graine de tournesol seulement sur un des 60 sites possibles. Nous, on ne le voit pas, mais eux, c'est incroyable. Là, ils voient un petit bout de graine de tournesol comme ça, puis ils vont tout de suite. Donc, là, ce qu'ils voient, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de nourriture, sauf à cet endroit-là. Ils s'en vont dans leur cage après pendant 30 minutes, puis ce qu'on fait pour les transférer de leur cage où ils sont en hébergement versus le test comme ça, c'est qu'on allume les lumières dans la salle de test, on ferme les lumières dans la salle d'hébergement, on ouvre une petite porte avec un petit levier comme ça et les oiseaux vont suivre la lumière. On fait la même chose quand on les ramène dans leur cage, on ferme la lumière. Donc, on essaie de minimiser le stress que les oiseaux pourraient avoir pour essayer de ne pas avoir ça comme variable de confusion. Là, si on les manipule, etc., ça pourrait vraiment les stresser. Et là, vous voyez l'autre phase après, là, on leur a joué un tour, on a caché les 60 sites avec des petites boules de coton comme ça. Les animaux ont été entraînés à enlever les boules de coton sur des petits morceaux de bois dans leur cage avant, donc ils connaissent le patron moteur, mais ils doivent maintenant essayer de chercher. Et donc, ça, c'est un test assez classique qui est fait dans d'autres laboratoires aussi. On utilise le temps que ça prend l'animal pour trouver la nourriture, puis aussi le nombre d'erreurs, donc le nombre de petites boules de coton qui ont été enlevées avant de se rendre à l'endroit où la nourriture était localisée. La première chose qu'on a regardé, c'est le nombre de cachettes aussi que les individus avaient fait dans leur cage individuelle. Donc, il y avait des petits trous comme ça, plein d'endroits où ils pouvaient cacher de la nourriture. On avait une petite tendance pour les individus qui cachaient plus à faire moins d'erreurs après ça dans le test que je vous ai montré. Donc, peut-être une spécialisation, certains individus qui sont très bons dans la cachette puis la mémoire spatiale versus d'autres, mais bon, ce n'était pas des effets très forts. On avait aussi, le nombre de cachettes était un petit peu plus grand chez les individus ruraux, mais quand on enlève les points là, qui sont des valeurs extrêmes ici, c'est pas significatif. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'évidence pour un lien entre l'urbanisation puis le degré de cachette.
et non plus sur le nombre d'erreurs. Donc, ici, la photo de Megan avec la mésange sur la tête, je pense que c'est approprié. Là, elle n'a pas trouvé d'effet très fort, puis elle avait une taille d'échantillon très, très élevée pour un test cognitif. Donc, on ne pense pas là, que c'est une question de puissance statistique dans ce cas-là. Le score d'urbanisation n'était pas significativement relié avec le nombre d'erreurs dans le test de mémoire, ni la vitesse à laquelle les oiseaux retrouvaient la bouffe. Donc, il n'y avait pas d'évidence de ce côté-là. Terry, elle s'est intéressée à l'information sociale. Donc, les mésanges, pendant l'hiver, ils sont sociales. L'été, ils se reproduisent en couple, là, comme la plupart des passereaux. En octobre, à peu près, ils vont former des groupes qui vont rester ensemble sur un territoire d'hiver, ou en tout cas un domaine vital d'hiver. Ils vont rester ensemble en petits groupes de 4 à 12 pendant tout l'hiver. Et donc, on pense qu'il y a beaucoup d'informations sociales qui est transférée dans les groupes, mais ça n'avait pas été démontré encore. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des réseaux. Ici, vous voyez une mangeoire avec un lecteur de PIT tag, Passive Integrated Transponder. Et vous voyez un exemple de réseau pour un groupe de 10 oiseaux très bien connectés parce que les individus se déplacent beaucoup ensemble. Donc, on regarde à ce moment-là qui vient manger à la mangeoire avec qui et l'épaisseur de la ligne montre cette fréquence-là d'association dyadique. Et la grosseur du nœud montre à quel point l'individu est central et bien connecté dans son réseau. Une fois que les individus ont bien appris l'emplacement de cette mangeoire-là et qu'on a notre réseau, on leur joue un petit tour. Encore une fois, on va le soir. Comme ça, en fait, les assistants et les étudiants vont le soir, en janvier à moins 25, changer l'emplacement de la mangeoire. Puis vous doutez un peu pourquoi on fait ça la nuit, hein? On change les mangeoires de place la nuit. Oui, c'est ça. Sinon, les mésanges, ils sont quand même assez... ils suivent beaucoup les êtres humains, tout ça. Donc, pour ne pas leur donner d'indices sur où on a mis la mangeoire, on y va le soir comme ça, puis on la cache dans une direction à peu près à 100 mètres de là. Et on laisse la mangeoire électronique collecter les données, amasser les données de l'ordre dans lequel les individus ont découvert ce nouvel emplacement-là et qui a suivi comme ça, un à la suite de l'autre. Et on compare cet ordre et ce temps de découverte-là avec le réseau original. On fait une analyse de type réseau de diffusion dans des réseaux. On s'est intéressé aux caractéristiques individuelles aussi dans cette analyse-là, mais je ne vous en parlerai pas. Je vais juste vous montrer que les modèles retenus par la sélection de modèles supportent l'idée d'un transfert social d'information. Et le transfert social d'information, donc ça pourrait ressembler à ça. On a un individu au début qui découvre la mangeoire et c'est les individus qui étaient bien connectés avec qui vont découvrir la mangeoire le plus rapidement. On a enlevé les cas où les individus arrivaient dans même 5 minutes pour enlever les co-découvertes, dans le fond, dans notre analyse. Et on a extrait le paramètre ici de transmission sociale. Et ce qu'on voit, c'est, évidemment, là, ici, c'est une analyse au niveau des groupes. On avait 4 groupes en milieu urbain, 4 groupes en milieu rural, donc c'est pas très... disons que la confiance qu'on peut avoir dans ce résultat-là n'est pas très élevée, mais bon, il fallait baguer à peu près 120 oiseaux pour arriver à un N de 8, comme ça, quand on compare des groupes. Donc, il faut ce qu'il faut. Et c'était quand même encourageant de voir que ça allait dans la direction prévue, c'est-à-dire que les individus, les groupes de mésanges qui vivent en milieu rural avaient transmis l'information plus de façon sociale que les individus en milieu urbain. Donc, la force de la transmission sociale semblait être plus forte comme prévu en milieu rural. On s'est dit que ça pouvait peut-être être expliqué par des différences dans les structures sociales entre habitats. Et donc, mon postdoc, Julian Evans, a poussé ça un petit peu plus loin. Et on a regardé si les mesures les caractéristiques individuelles, par exemple la centralité des individus dont je vous ai parlé tantôt, on a regardé, mais peut-être qu'en milieu rural, si les réseaux sont très, très, très constants, ça expliquerait pourquoi l'ordre des découvertes sur la nouvelle mangeoire est similaire au réseau original. Mais en fin de compte, il n'y avait pas de différence dans la répétabilité des réseaux entre les habitats. Donc, le résultat précédent n'est pas simplement expliqué par une plus grande stabilité des réseaux en milieu rural. Et donc, effectivement, ça laisse penser que les individus en milieu urbain disons qu'ils placent moins de valeur sur l'information sociale. On ne sait pas exactement pourquoi. Et là, c'est encore là un petit peu où on en est dans cette histoire-là. Donc, pas d'effet de l'urbanisation au niveau de la mémoire spatiale.
des différences individuelles peut-être sur le degré auquel les individus utilisent la cachette, la mémoire spatiale, c'est à fouiller un petit peu plus. Et au niveau de l'information sociale, pour vraiment savoir, là on étudie au niveau des groupes, pour vraiment savoir si aussi au niveau individuel, il y a une différence comme ça sur le poids donné à l'information sociale ou privée, il faudrait faire une expérience en milieu contrôlé. L'avantage, je dirais, avec le système des mésanges comme ça, c'est qu'on peut les étudier sur le terrain avec les technologies modernes. Comme ça, on n'a pas besoin d'être là toute la journée puis de se geler à faire les observations à la jumelle. Par contre, ce qui est difficile, c'est que, par exemple, on a observé d'autres différences aussi entre le milieu urbain et rural, comme Megan a trouvé une différence au niveau du comportement explorateur. Donc, les oiseaux urbains, ils ont plus tendance à explorer plus rapidement. Mais là, après ça, une fois qu'on a ces différences-là, pour trouver la cause, vraiment, est-ce que c'est de la plasticité ou si c'est de l'adaptation locale, il faudrait faire une expérience comme dont je vous ai parlé tantôt, qu'ils ont fait sur les mésanges en lien avec la mémoire spatiale, les amener en captivité quand ils sont jeunes poussins, faire une expérience de common garden, de jardin commun. C'est pas des expériences qui sont faciles à faire, puis disons que c'est pas nécessairement quelque chose qui me tente tant que ça de nourrir des poussins à la main. Bon, c'est pas super facile, puis aussi, c'est dans un contexte, ils se développent dans un environnement artificiel, tout ça, puis après ça, tu as des poussins que tu as élevés dans un environnement artificiel qui ne sont pas viables en nature. Donc, je trouve que le système de mésanges comme ça, c'est vraiment bien pour tout ce qu'on peut faire en milieu qui est très, très naturel. Donc, c'est comme quand on a fait les tests d'utilisation d'information sociale, c'est l'habitat qu'ils utilisent d'habitude, il n'y a pas de stresseur, rien. Donc, c'est vraiment bien pour ce côté-là. Par contre, pour le côté contrôle, puis être capable vraiment de faire des expériences, puis de décortiquer les mécanismes, c'est un petit peu plus difficile. Donc, j'ai essayé dans les dernières années d'ajouter un nouvel animal à ma brochette là, de modèles d'études et j'ai travaillé sur les oiseaux depuis que j'ai commencé même mon bac à l'Université Laval. Donc là, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. J'ai essayé de trouver un animal qu'on peut facilement étudier en captivité, mais aussi qu'on peut étudier potentiellement sur le terrain ou au moins capturer des individus localement et pouvoir les amener en captivité après. Si vous avez la carte de distribution de Gryllus pennsylvanicus, donc qui est le grillon d'automne qu'on entend au mois d'août, septembre, c'est là vraiment où ils sont plus faciles à capturer. Et donc, on peut aller dehors, écouter les mâles chanter. Et quand on capture des mâles, on capture des femelles aussi, parce que les femelles sont intéressées au chant des mâles. Donc, c'est pas trop mal. Ça fait 2 fois, 2 automnes où est-ce qu'on va sur le terrain, on capture. C'est assez amusant avec les lampes frontales, puis on se fait demander toujours ce qu'on fait là. Ici, vous avez un exemple, un petit dessin. C'est assez vieux, là, c'est assez historique. Mais le temps de développement est assez rapide aussi. Donc, pour certaines expériences, on a besoin d'un temps de développement plus court. On utilise des espèces du sud des États-Unis qui ont un temps complet de l'œuf à l'adulte reproducteur, c'est 2 mois et demi, 3 mois. Donc, ce n'est pas des drosophiles, mais en même temps, c'est des individus qu'on peut manipuler, qu'on peut observer individuellement et sont très, très faciles à garder en captivité. Donc, on a commencé un projet sur la cognition spatiale, donc un peu le même genre de processus cognitif qu'on avait étudié chez les mésanges, mais chez les grillons. Puis, pourquoi la cognition spatiale? Bien, entre autres, je savais que c'était possible de démontrer de la mémoire spatiale visuelle, au moins chez certaines espèces de grillons de la même famille que ceux qu'on a ici. Ça avait été démontré dans 2 espèces différentes, donc c'est pas comme s'il y a beaucoup d'études non plus, mais aussi, il y avait une étude qui avait été faite sur l'utilisation des refuges. Donc, la plupart des grillons vont avoir une craque dans un mur ou un petit terrier, un petit endroit comme ça où ils vont se réfugier. Et il y a une étude qui a montré que quand tu enlèves tous les stimuli olfactifs et que tu laisses juste les stimuli visuels qui permettent à l'animal de savoir où est-ce qu'il est, si tu rotationnes les repères géométriques, comme ça, l'animal va se tromper d'endroit puis il va suivre les repères géométriques. Donc, ils ont vraiment l'air d'apprendre la localisation des repères dans leur environnement et de se fier au moins en partie là-dessus pour retrouver leur refuge. Et le refuge est important pour éviter les prédateurs. Quand l'animal sort du refuge aussi, il doit trouver de la nourriture, de l'eau. Donc, comme la plupart des animaux, puis même les insectes, donc la mémoire spatiale, c'est étudié beaucoup chez les insectes. On pense des fois que les insectes n'ont pas une très bonne cognition, mais en fait, fourmis, abeilles, papillons, grillons, tout ça, il y a
quand même beaucoup d'évidence comme quoi qu'ils apprennent et ils vont mémoriser des choses dans leur environnement. Les femelles aussi vont aller vers les mâles pour se reproduire. Puis souvent, la reproduction va prendre place au terrier. Donc, c'est un endroit important pour l'animal et ils semblent apprendre un peu leur environnement spatialement pour pouvoir retourner à leur refuge. On a donc décidé de faire un test qui est inspiré des tests qu'ils font sur les souris rats de laboratoire et qui a été bien étudié. Donc, ça fait peut-être une 50aine d'années que ce type de test-là est utilisé. C'est un projet que j'ai fait en collaboration avec Sue Bertram à Calton. Sue étudie les grillons depuis son doctorat. Elle connaît tout ce qu'il y a à connaître sur les grillons. Puis encore mieux, quand je lui pose des questions puis elle me dit « Non, ça, c'est pas connu », bien ça, c'est pratique. Hein? On peut passer longtemps à travers la littérature pour chercher une réponse qu'on n'a pas. Donc, ça a été très, très utile là, de collaborer avec Sue là-dessus. Sue n'a jamais travaillé sur la cognition. Fait qu'on c'était toutes les deux quelque chose de nouveau pour nous, puis c'était très intéressant. Donc, ici, le test qu'on a fait, vous voyez, donc ça, c'est une vue aérienne, comme ça, on voit du dessus. Et ce que vous voyez ici, donc, c'est le premier test d'entraînement de l'individu 1. Et ici, vous avez un autre individu dans son premier test d'entraînement. Et ici, vous avez le test trial, donc le test final, c'est-à-dire qu'au début, les individus vont vivre dans le labyrinthe pour une fin de semaine avec de la bouffe un petit peu partout. Ça leur permet d'apprendre que, bon, ben ça fait 2 jours que je suis ici en vie de grillon. J'ai pas calculé, là, mais c'est peut-être une couple de mois. Puis de dire, bon, maintenant, c'est mon environnement, puis je suis pas trop stressée ici, ça va bien. Il y a vous pouvez pas voir, là, mais il y a des petits symboles de couleurs, des choses comme ça pour qu'ils puissent apprendre les repères autour. Et puis aussi, quand on commence un test comme ça, s'il y avait une chaise là, à côté du labyrinthe, bien, tu ne bouges pas la chaise, tu laisses tout ce qu'il y a autour comme ça, au cas où les grillons utiliseraient aussi les repères autour. Et donc là, la première fois où l'animal est allé là, ici, on voit le vidéo qui a traqué comme ça le mouvement de l'individu. Il a fini par trouver la bouffe ici. Et là, on fait 4 tests comme ça. Il y a juste la nourriture dans un bras sur les 6 pendant le test en tant que tel. Donc, après la familiarisation, ils doivent apprendre la bouffe est à cet endroit-là seulement. Et la 5e journée, ce qu'on fait, c'est un test identique. Mais là, on enlève la nourriture complètement. Donc, il n'y a plus de repères olfactifs que les animaux peuvent utiliser pour trouver la zone comme ça où la nourriture était. Et vous voyez un exemple ici d'un individu qui n'était pas vraiment meilleur, peut-être un petit peu meilleur au 5e test qu'au premier test parce qu'il est allé un petit peu plus directement. Mais ça, c'est un exemple d'un individu ici qui avait exploré beaucoup lors du premier test, puis il s'est rendu directement à la zone où la nourriture aurait été si on avait laissé la nourriture là. Donc, pour chaque individu, c'est toujours le même emplacement au fil des 5 tests. Ici, vous avez des données représentatives d'une des mesures réponses qu'on a utilisées. Donc, on a utilisé beaucoup de choses comme le nombre d'erreurs, la distance parcourue, le temps que ça prenait pour trouver la nourriture. Et vous avez un exemple ici sur le nombre d'erreurs, donc le nombre de bras où l'animal est entré, puis ce n'est pas là où la nourriture devait être. Et vous voyez qu'il y a une diminution, c'est pas très faible, mais pas très prononcé, mais c'est quand même une diminution significative dans ces valeurs-là. Ça suggère donc que les individus vont apprendre de plus en plus où la nourriture est localisée. Aussi, de façon importante, au niveau du test ici, il n'y a pas de diminution dans la performance, c'est-à-dire le nombre d'erreurs ici aurait pu augmenter. Si le nombre d'erreurs avait augmenté, bien, dans le fond, ça suggérerait que ce que les grillons ont appris, c'est pas où la nourriture est localisée, mais que quand je sens cette odeur-là, je dois me déplacer vers cette odeur-là. Donc, c'est important de faire ce qui est appelé dans la littérature un probe test, où on n'a pas l'effet comme ça de l'odeur. Donc, les individus ne sont pas moins bons quand ils n'ont pas le stimuli olfactif et ils sont capables d'apprendre la position de la nourriture. On a aussi regardé ce qui se passait au niveau des différences individuelles parce qu'on avait une 50aine d'individus qui avaient été testés. Et quand on fait une comparaison de modèles où on regarde est-ce qu'il y a des différences individuelles consistantes au fil des 5 tests, on fait un likelihood ratio test, je ne saurais pas traduire ça non plus. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'effectivement, il y a des différences individuelles stables dans la performance au niveau des 5 tests, c'est-à-dire que certaines femelles faisaient toujours moins d'erreurs que d'autres. Parce que dans ce test-là, ici, Maria, l'étudiante dessous, a testé juste des femelles. Là, en ce moment, on est en train de tester les 2 sexes. Et
Excusez, là, je ne veux pas trop dépasser le temps. Et ici, on a Marc-Antoine, qui est mon étudiant de doctorat, qui est en train d'estimer la répétabilité, l'héritabilité et le lien avec la fitness avec ce test-là. Et mon postdoc, David Kozlowski, qui est en train, entre autres, de regarder le lien. Il essaie de trouver une façon de mesurer la taille des pédoncules. Donc, les mushroom bodies, c'est la portion dans le cerveau des insectes qui est équivalente au cortex préfrontal, comme ça. Donc, on essaie de voir s'il y a une corrélation entre la capacité cognitive puis la taille relative des pédoncules. Donc, ça ici, c'est quelques éléments sur lesquels on va se concentrer dans le futur, c'est-à-dire qu'on veut faire vraiment des études méthodologiques pour s'assurer qu'on quantifie bien nos différences individuelles. Avec les grillons, je pense que c'est important aussi, c'est quelque chose qui va nous permettre de travailler à la fois avec des animaux sauvages, potentiellement même des tests sur le terrain, on peut comparer plusieurs populations et on peut mesurer aussi d'autres traits. Donc, la plupart de mes étudiants, ce pas des gens qui sont spécifiquement intéressés par la cognition, mais des gens qui sont intéressés par l'évolution puis le comportement en général, le lien avec les traits d'histoire de vie, la physiologie, etc. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je dépasse un petit peu mon temps. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Puis, je vais prendre des questions. Merci pour votre présentation. Je vais prendre les questions de l'auditoire. Christian. Je vais commencer par une question très naïve, parce que c'est très loin de mon domaine, mais tu as mentionné qu'il y aurait une sélection pour la cognition dans des conditions plus complexes ou plus difficiles, probablement. Je me demande, c'est quoi le coût? Je me dis, ça doit être toujours plus utile d'avoir plus d'habilité cognitive. Oui. Il doit y avoir un coût à ça. C'est quoi le coût? C'est l'énergie de nourrir ce cerveau-là. Ça a été mesuré comme étant assez important. Oui. Pour que ça ait un effet négatif? Hein? Oui, parce que sinon, dans le fond, on se dit, ben, si c'est pratique d'apprendre puis de mémoriser, il devrait y avoir une espèce de sélection positive, directionnelle partout, tout le temps. Tous les animaux deviendraient de plus en plus intelligents, puis c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on voit. Effectivement, les coûts à la cognition, c'est quelque chose qui a été assez bien quantifié, entre autres le coût métabolique. Juste de faire fonctionner le cerveau. Hein. Vous savez, pour les êtres humains aussi, c'est la même chose. C'est très, très énergivore, donc c'est la même chose pour les cerveaux d'animaux. Mais il y a d'autres types de coûts aussi en termes de développement. Donc, plus tu investis d'énergie dans le développement de ton cerveau, moins tu développes vite. Donc, des fois, tu peux être un moins bon compétiteur. Ça a été démontré dans les lignes de sélection artificielle chez les drosophiles. Quand on sélectionnait pour l'apprentissage, les larves grandissaient moins vite. Et puis, il y en avait moins qui se rendaient à l'âge adulte à cause de ça. Donc, il y a la vitesse de développement. Il y a aussi, en termes de coût d'opportunité, si par exemple, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau, bien, pendant que je suis en train de passer du temps à apprendre quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a une autre façon d'exploiter l'environnement qui est plus simple et qui paye plus. Par exemple, un autre individu qui mange, puis je le tasse, puis je mange à sa place, puis je n'ai pas eu besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment... Ça prend vraiment un ensemble de conditions réunies pour que l'apprentissage et la mémoire soient favorisés par la sélection. Il y a toujours cette balance-là de coûts et de bénéfices qui agit. Puis, dans les quelques études, dans le numéro spécial de Philosophical Transaction qu'on a coédité l'an passé, je pense que c'est la première étude qui a montré une corrélation négative avec une composante de fitness chez les faisans. Donc, les faisans qui étaient meilleurs à l'apprentissage renversé, quand ils les relâchaient sur le terrain, c'était ceux qui survivaient le moins bien. Mais moi, depuis le début, je me disais, bien, on devrait avoir à peu près un nombre égal d'études qui montrent des relations positives ou négatives, mais je pense que les gens sont peut-être plus biaisés à regarder les situations où on s'attendrait que la cognition soit utile. Et là, on trouve des corrélations positives ou on ne trouve pas de corrélation, peut-être parce qu'on n'a pas la puissance statistique ou on ne regarde pas la bonne chose. Mais donc, ça commence tranquillement là, à apparaître aussi l'impact de ces coûts-là. Ou peut-être aussi pour un faisant, la cognition, c'est peut-être pas, on ne s'attendrait pas. On ne s'attendrait pas à ce que ce soit une espèce chez qui ce soit très utile. Là. Mais ça va être quelque chose à nuancer dans le domaine, d'essayer d'avoir des cas où on s'attendrait à ce que ce soit coûteux, puis c'est ça qui gagne plutôt que les bénéfices. Oui. Juste pour repenser la première expérience où, avec la petite palette, là, il tire, puis les verres de cire tombent, est-ce que
c'était des femelles qui avaient déjà leur couvée pendant ce temps-là? Non, donc ça, j'ai oublié de le mentionner, c'est tous des tests qui ont été faits pendant l'hiver. Donc, on amenait les individus en captivité une journée, on les relâchait le lendemain. Et après ça, il y en a une grande partie, à peu près la moitié, qui niche dans les nichoirs dans la population. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance ça va être quoi leur succès reproducteur. Et les individus qui avaient résolu le problème, ceux qui n'avaient pas résolu le problème, donc avaient été amenés en captivité la même durée de temps, juste une journée relâchée après. C'est pas la nécessité de nourrir plusieurs bouches qui Non. fait qu'ils vont tirer plus Non, de palette. il y a une équipe, je pense, dans une population en Suède, qui font des tests de résolution de problèmes sur le nichoir pendant la saison de reproduction. Puis ils ont montré aussi des liens, mais là, c'est ça, eux, ils ont le fardeau là, vraiment de démontrer est-ce que c'est la motivation qui détermine le lien ou vraiment l'habileté cognitive. Donc, dans notre cas, la motivation puis la demande en termes de reproduction étaient découplées dans le temps. Là. Puis la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer que les solvers, les solutionneurs qui ont pris l'innovation ont plus tendance à abandonner leur niché? Oui, ça c'est un résultat sur lequel on ne pouvait pas dire grand-chose, mais il y a, entre autres, David Kozlowski était dans un autre lab avant, puis il a fait une étude sur des mésanges des mountain chickadees qui sont dans une espèce proche, et puis ils ont montré que leurs individus qui étaient dans une population où la mémoire spatiale était plus élevée, donc je ne pense pas que c'est la résolution de problèmes dans son cas, mais en tout cas là où la performance cognitive était plus élevée, il a fait des présentations de modèles de prédateurs, puis ont montré qu'ils prenaient moins de risques pour retourner au nichoir. Donc, on ne comprend pas très bien encore quelle est la corrélation là, mais il pourrait y avoir une espèce de syndrome de prise de risque qui serait corrélé avec la cognition. Donc, peut-être que nos femelles qui abandonnaient leur niché comme ça étaient moins prêtes à prendre des risques pour les jeunes. Fait que j'imagine que tu ne peux pas être bon dans tout, hein, bien t'alimenter de façon super efficace sur ton territoire, en plus être bon pour te défendre contre les prédateurs, puis en plus bien te reproduire. Je ne sais pas exactement, mais c'est quelque chose à explorer, c'est pourquoi que la prise de risque serait corrélée avec certaines mesures de l'habileté cognitive. Fait qu'avec des présentations de modèles de prédateurs au nid, c'est une bonne façon de... Ils ont une bonne idée, eux, pour reprendre ces résultats-là puis essayer d'amener ça un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Florian premier, est-ce que ça va, Angélique? Il faut répondre un peu par rapport à la plus grande probabilité d'abandonner la nichée des solvers. Est-ce que c'est tous les individus qui abandonnent ou pas leur nichée sont encore en vie, ou il peut y avoir une plus grande mortalité chez les solvers que chez les non-solvers? C'est difficile à dire parce qu'une fois qu'ils ne s'occupent plus de leur nichée, en général, on ne les reverra pas parce que pendant la saison de reproduction, le seul endroit où on voit les oiseaux, c'est vraiment au nichoir. Il y en a sûrement une proportion qui vont peut-être réessayer, refaire une deuxième nichée, mais ça dépend quand ça se produit dans la saison. S'il est tard dans la saison, ils ne vont même pas réessayer de faire une deuxième nichée parce qu'il n'y a pas de probabilité de succès. Fait que je ne sais pas si on aurait vraiment l'information à savoir est-ce qu'ils se sont fait manger par des prédateurs, par exemple. En général, c'est déjà arrivé qu'on arrive puis les poussins sont tout seuls et puis l'adulte ne revient pas. Donc, est-ce qu'il y a eu un prédateur qui a pris l'adulte ou l'adulte a vraiment déserté? C'est probablement plus des désertions en tant que telles parce que je ne sais pas jusqu'à quel point il y a de la prédation sur les adultes pendant ce temps-là, mais c'est pas quelque chose. C'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi le fait qu'ils seraient peut-être plus vulnérables à la prédation, par exemple, pour un autre aspect de leur comportement, mais on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Ça ne pourrait pas être lié, par exemple, à des prises de risque plus importantes des solvers, ceux qui ont une cognition supérieure et donc potentiellement plus de mortalité dans ces activités-là que dans les non-solvers qui vont avoir si l'innovation, la capacité d'innovation est corrélée avec l'apprentissage puis la mémoire en général, ce qui est une question ouverte, là, on ne sait pas jusqu'à quel point. Moi, j'ai fait des tests sur l'apprentissage par association, puis on avait trouvé que ceux qui résolvaient le problème étaient capables d'apprendre une distinction de couleur plus rapidement, mais bon, si c'est généralement corrélé, il devrait être meilleur pour apprendre le risque lié aux prédateurs, puis peut-être s'évader des prédateurs. Mais je ne sais pas, c'est tellement dur à étudier la prédation sur les adultes comme ça, parce que c'est des événements très rares. On sait que c'est quand même une force
écologique importante, mais vraiment de ramasser des données là-dessus, c'est très difficile. Puis la prédation sur les poussins, il y en a peu, parce que c'est dans des nichoirs vraiment. Fait que s'il y a de la prédation, ça serait peut-être sur les adultes. Bien qu'il y a des fois, il y a des petits mammifères qui réussissent à rentrer dans les nichoirs. Ouais. Oui, Angélique, je pense. Oui, moi, c'était par rapport à l'utilisation de l'information sociale pour l'histoire des mangeoires, l'alimentation des mangeoires. Oui. Je me demandais si vous aviez contrôlé pour des effets potentiels de densité de mangeoires dans les alentours, ou encore la fréquence à laquelle les gens remplissent les mangeoires. Parce que je l'avoue, je suis moi-même une personne qui me donne des graines aux oiseaux, puis je ne suis pas quelqu'un de très assidu sur les mangeoires. En tout cas, j'ai des périodes où je ne suis pas assidue, il y a des périodes où je le suis plus. Tu rends tes animaux plus intelligents, c'est bon. Et là, on voit des différences de comportement selon la fréquence, par exemple, à laquelle je vais mettre les graines, ou encore si mon voisin, lui aussi, décide d'en mettre. Oui. Bon, il y a toute cette... Il y a beaucoup de questions de recherche humains, oiseaux là, qui seraient intéressantes. Ce qu'on connaît de nos parcelles urbaines, c'est qu'il y avait toujours au moins une mangeoire qui était en dedans de quelques centaines de mètres, alors que dans nos parcelles rurales, on sait que c'était au moins 400 mètres à la mangeoire la plus proche, mais on n'a pas quantifié vraiment la disponibilité de nourriture, tout ça. On a regardé la vitesse, autrement dit la latence entre le lever du soleil, puis le temps que ça prenait pour le premier oiseau qui découvre la mangeoire, puis c'était pas différent en milieu urbain et rural. Donc, en termes de capacité de recherche ou de trouver la nouvelle nourriture, il n'y avait pas de différence dans les deux habitats. Ce qui était différent, c'était vraiment qui arrivait un après l'autre. Donc, en milieu urbain, le découvreur, l'autre d'après, ça n'allait pas nécessairement être un oiseau qui était très associé avec lui dans le passé, alors qu'en milieu rural, les individus qui étaient les plus proches associés allaient être ceux qui allaient découvrir par après. On ne sait pas s'il y a eu des phénomènes, par exemple, on ne sait pas s'il y a du recrutement actif par des vocalisations. On ne sait pas si c'est un phénomène passif où l'individu mange, il retourne au groupe, puis là, il y a un associé proche qui retourne avec lui, par exemple. Donc, le mécanisme, on ne le connaît pas très bien. Mais il ne semblait pas vraiment que la différence soit, par exemple, en milieu urbain, il y a plein de bouffe, donc ça leur prend du temps avant de trouver la mangeoire parce qu'il n'y avait pas de différence à ce niveau-là. Ouais. Oui? Est-ce que le taux de réussite des soldats, c'est lié aussi leur capacité à trouver un meilleur partenaire? Donc, oui, il y a tout un domaine d'études. Donc, moi, je vous ai parlé beaucoup de sélection naturelle aujourd'hui. Je ne vous ai pas parlé de sélection sexuelle, mais il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le lien entre cognition et sélection sexuelle. D'ailleurs, il y a un article qui est paru dans Science il y a peut-être quelques semaines sur, je pense que c'était perruche ou quelque chose comme ça, la résolution de problèmes puis le choix de partenaire. On n'a pas étudié ça sur nos mésanges charbonnières à Whiteham. Est-ce qu'on avait des données sur le... Je ne sais pas si on avait regardé les données sur la proportion d'individus qui avaient résolu ou pas résolu la tâche, puis la proportion qui avait effectivement, qui s'était reproduit, qui avait trouvé un partenaire. Mais oui, la bonne façon de faire ça, c'est vraiment des tests de préférence de partenaire avec un choix, puis de voir à ce moment-là, est-ce que l'animal... est-ce que les individus qui ont une meilleure performance cognitive, aussi on pourrait regarder ce qui s'est corrélé avec d'autres attributs phénotypiques, la largeur ici de la cravate, comme ça chez les mésanges charbonnières, c'est un trait sexuellement sélectionné. Et puis c'est important pour les gens qui testent ça aussi de mettre ça dans leur modèle, hein, parce qu'on ne voudrait pas juste dire les femelles choisissent les mâles pour l'habileté cognitive, quand dans le fond, c'est juste parce que c'est les mâles qui sont les plus gros, les plus vigoureux, les plus attrayants au point de vue de la sélection sexuelle. C'est un peu la même chose que j'ai montré avec le modèle où on voulait contrôler pour la qualité du territoire, etc. C'est toutes des études corrélationnelles, hein, donc il faut faire attention à notre interprétation dans ce cas-là. Jusqu'à ce qu'on soit capable de manipuler la capacité cognitive, on est un petit peu pris avec l'approche observationnelle, comme ça, les corrélations. Ouais. Question bien simple. Tu parlais que les mangeoires, ça demandait plus des oiseaux pendant les hivers difficiles. Est-ce qu'on leur rend service à savoir que si jamais nous on
décident d'arrêter de les nourrir, comme certains semblent le faire. Est-ce que ça les rend plus vulnérables face aux conditions difficiles? Ouais, c'est une question que je me pose souvent, puis que les gens me demandent souvent aussi de dire, oups, d'un coup, est-ce que je devrais nourrir les oiseaux ou pas? Il y a de la recherche qui est faite là-dessus un peu, entre autres le groupe à Cornell, Ornithology Institute, eux, ils s'intéressent beaucoup à tout le côté sciences citoyennes, puis ils ont des projets pour les gens pour ramasser des données aux mangeoires, tout ça. Puis je pense qu'en général, à cause de l'effet positif que ça a sur la connexion des humains avec la nature, je pense qu'en général, les gens disent, ben ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis comme mes étudiants appellent les mésanges le gateway bird, là, que quand tu commences à t'intéresser aux mésanges, ben là, tu tombes dans l'enfer de l'ornithologie parce que sont faciles à attirer, ils viennent manger dans tes mains, tout ça. Fait qu'il y a tout ce côté-là qui est bénéfique pour notre connexion avec la nature. Là, après ça, est-ce que c'est bien parce que, par exemple, on peut augmenter la survie des individus avec ça, mais la survie de qui on augmente? C'est quoi notre effet sur la qualité des individus dans la population? Je sais qu'il y a des études sur les pigeons en Europe qui ont montré que là où il y a beaucoup de nourriture qui est donnée, c'est souvent du pain et de la nourriture de mauvaise qualité. Donc, ça augmente la survie des individus qui sont de faible qualité, qui vont se reproduire, et ça fait des populations en général en très mauvaise santé. Donc, ça va diminuer le bien-être animal, le fait qu'on les nourrit avec la nourriture de mauvaise qualité. Il y a certaines villes en Europe où c'est interdit, entre autres, de nourrir les pigeons à cause de ça. Mais comme dans le cas des mésanges, par exemple, on leur donne des graines ou du suif, des choses comme ça, c'est très bien, là, c'est ça qu'ils trouveraient dans la nature. Fait que là, est-ce qu'il y a des individus de mauvaise qualité, les individus malades restent en vie, puis dans le fond, est-ce qu'on baisse le bien-être animal avec ça? Je ne sais pas exactement où est la réponse avec ça, puis je ne sais pas si ça a été beaucoup étudié. Là, imagine si tu dis que c'est pas bon de nourrir les oiseaux, là, tu vas recevoir des lettres de menaces dans ton inbox. Oui. Fait que je sais pas. Moi, j'en donne pas de bouffe chez moi, disons, mais mes voisins en donnent. Fait que je peux voir les oiseaux passer. Mais bon, pour l'instant, je pense que c'est un peu un choix personnel. Puis, en autant que vous donnez des choses de bonne qualité. Les mangeoires, je pense qu'on les fait pas ça pour nourrir les oiseaux, c'est parce qu'on veut les voir. Oui, c'est ça. Non, moi, c'est pour nourrir mon chat. Oui, il y a ça aussi. Les écureuils aussi. Donc, il y a tout le côté écureuil là, avec ça. Ouais. Ben, merci. Merci. Notre présentation. Les étudiants, on vous dit à 2 heures ici.